Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril 2026 et notre cher ami l'ambassadeur Chas Freeman est avec nous. Bon retour parmi nous. Merci Nima. Heureux d'être de retour avec toi. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais commencer par les dernières nouvelles concernant l'un des avions de chasse. Mais quelque chose de plus important que ce que Donald Trump a dit hier, c'est son allocution à la nation. Dans ce discours, ce qu'il a dit n'était pas vraiment nouveau. Mais un élément a particulièrement retenu l'attention, surtout dans les médias persans. C'est la partie où il a parlé de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Nous avons également vu hier qu'il a publié une vidéo montrant ce qu'il affirmait être une frappe sur l'un des plus grands ponts du Moyen-Orient. Ce pont était encore en construction. Il n'avait pas encore été utilisé. Ils étaient simplement en train de le terminer. Quelle est votre compréhension de la situation? Eh bien, permettez-moi de dire d'abord que le problème de cette guerre, depuis le début, est qu'elle n'a eu aucun objectif clair ou réalisable. Le secrétaire à la Défense, qui se fait appeler secrétaire à la guerre, désormais plus largement connu comme le secrétaire aux crimes de guerre, Pete Hegseth, a essentiellement défini le but de la guerre comme étant la mort et la destruction. Cela signifie que la guerre n'a aucun objectif stratégique ou autre, si ce n'est la destruction. Ainsi, Donald Trump reste tout à fait cohérent lorsqu'il déclare qu'avant de mettre fin à la guerre, ce qu'il prévoit de faire, il ravagera l'Iran et provoquera encore plus de morts et de destruction. Le discours qu'il a prononcé est largement considéré comme pathétique. Il n'a rien dit de nouveau. Mais en réalité, il a dit quelque chose de nouveau et d'important à mon avis. Il a déclaré que les États-Unis comprennent qu'ils ne peuvent pas utiliser de moyens militaires pour ouvrir le détroit d'Ormuz et qu'ils ne le feront pas. Ceux qui dépendent directement du détroit d'Ormuz pour le pétrole, le gaz ou d'autres produits, engrais, aluminium, soufre, etc., doivent donc trouver leurs propres moyens d'ouvrir le golfe, le détroit. En gros, un peu de logique ici. On ne peut pas ouvrir le détroit par des moyens militaires. Tout le monde est d'accord là-dessus. Nous avons tous entendu Macron dire la même chose. La seule façon d'ouvrir le détroit à la navigation est de parvenir à un accord avec l'Iran. Vous devez conclure un accord avec l'Iran et vous devez payer un péage, des frais. Et vous devez payer ces frais soit en rials iraniens, soit en yuan chinois, apparemment. En gros, ce que Donald Trump vient de faire, c'est dire au monde, vous devez négocier avec l'Iran, vous devez conclure un accord avec l'Iran. Et l'Iran, bien sûr, au même moment, déclare, nous prévoyons de gérer le détroit en coopération avec Oman. Or, Oman a toujours été une partie scrupuleusement neutre, non impliquée dans... Eh bien, il y a certaines ironies concernant Oman que je pourrais mentionner. Vous savez, lors de la tentative avortée pendant la révolution islamique, de sauver les otages de l'ambassade américaine, les États-Unis avaient lancé cette opération des forces spéciales depuis Oman, sans en informer le gouvernement omanais, ni demander son autorisation. Et le résultat a été environ une décennie de non-coopération totale entre les États-Unis et Oman. Nous y revoilà aujourd'hui, avec Oman jouant un rôle central, mais dans ce cas, en travaillant potentiellement avec l'Iran et d'autres pour trouver une solution diplomatique à la fermeture du détroit d'Ormuz. Donald Trump a donc fait quelque chose de très important. Je ne sais pas s'il a compris qu'il le faisait, mais il a essentiellement incité tout le monde à recourir à la diplomatie avec l'Iran. Le dernier point ici est qu'hier, je crois, à Londres, il y a eu une réunion d'une trentaine de pays environ pour discuter de la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce groupe de pays n'incluait pas, à ma connaissance, l'Arabie saoudite. En revanche, il comprenait Bahreïn et les Émirats arabes unis.
and the United Arab Emirates. And basically, if you look at the list of countries, Et en gros, si vous regardez la liste des pays, à quelques exceptions près, ce sont presque des États vassaux des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils entretiennent d'excellentes relations avec Israël et les États-Unis. Ils n'ont aucune relation avec l'Iran. Ou si c'est le cas, elle n'est pas heureuse. C'était donc un exercice de fluidité. Cela illustre simplement que cette guerre a laissé au pays aucune autre option que de conclure des arrangements avec l'Iran pour le transit de leurs navires ou de leurs cargaisons. Et enfin, bien sûr, le fonctionnement est le suivant. Vous faites une demande auprès des gardiens de la révolution iranienne, qui envoient ensuite un inspecteur examiner la cargaison de votre navire et déterminer si cette cargaison provient d'un pays hostile, c'est-à-dire un pays ayant imposé des sanctions à l'Iran ou coopérant avec l'armée américaine dans une attaque contre l'Iran. Et si la cargaison vient de là-bas, vous n'obtenez pas l'autorisation. Ils examinent la propriété du navire, l'équipage et ses liens, la destination, ainsi que l'endroit où la cargaison a été chargée. Ensuite, ils prennent une décision et vous attribuent un code que vous pouvez utiliser pour éviter que votre navire ne soit pris pour cible lorsque vous traversez le détroit. C'est ainsi que ça fonctionne. Tout est en train d'être régularisé. Le Parlement iranien est d'ailleurs en train de légiférer sur ces dispositions afin de les inscrire dans la loi. C'était donc important. En réalité, du point de vue du gouvernement à Téhéran, c'est une victoire. C'est une victoire dans le sens où le monde reconnaît essentiellement que, de facto et non de jure, ils ont le contrôle du détroit d'Ormuz. Et maintenant, si vous êtes un pays du Golfe comme l'Arabie saoudite, il y a, je crois, beaucoup de désinformation israélienne, affirmant que l'Arabie saoudite est comme les Émirats arabes unis. Les Émirats ont poussé les États-Unis à agir davantage militairement contre l'Iran, car leur modèle de développement fondamental est en train d'être compromis. L'Arabie saoudite n'est pas dans cette situation. Et tout ce que je sais à son sujet suggère qu'elle veut en réalité que cette guerre prenne fin. Évidemment, elle est très contrariée d'avoir été frappée par l'Iran, en colère, mais il y a en Arabie saoudite des personnes qui réfléchissent à long terme et comprennent qu'il leur faudra coexister avec l'Iran. Maintenant que la situation dans le Golfe est devenue violente, ils ne peuvent pas se permettre d'entretenir une relation complètement hostile avec l'Iran. Je pense donc que nous allons voir les Arabes du Golfe, s'ils ne le font pas déjà, ouvrir des canaux de communication avec l'Iran. Peut-être par l'intermédiaire d'Oman, qui est, après tout, membre du Conseil de coopération du Golfe, ou peut-être directement. Et ils devront trouver des moyens d'apaiser leurs propres opinions publiques, très en colère contre l'Iran et peu enclines à réfléchir à la nécessité, à long terme, de s'entendre avec lui. Je pense donc que c'est la seule partie du discours qui, à mes yeux, avait une véritable portée à long terme ou présentait, à quelque égard, un élément de nouveauté. Ambassadeur, il y a quelques instants, les gardiens de la révolution islamique ont déclaré, juste avant notre passage en direct, que les attaques contre les usines de dessalement au Koweït n'avaient pas été menées par des missiles ou des drones iraniens. Elles auraient été frappées par les Israéliens. Ils ont ajouté, « Nous n'avons pas besoin de viser des usines de dessalement, surtout au Koweït. » Et il semble que nous assistions à de nombreuses opérations sous faux drapeau, car la guerre est devenue une sorte de chaos où l'on peut manipuler beaucoup de choses. D'accord. Et quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, j'ai tendance à douter que l'Iran ait attaqué les usines de dessalement au Koweït. Je pense qu'il est plus probable qu'il s'agisse d'une opération sous fausse bannière.
il y a plusieurs éléments à considérer. Si l'on regarde la relation entre Israël et les différents pays du Conseil de coopération du Golfe, la pire relation a toujours été avec le Koweït, qui a été très favorable à la cause palestinienne. Donc, si vous étiez un Israélien cherchant une cible de dessalement pour tenter d'agiter les Arabes du Golfe contre l'Iran, de les entraîner dans la guerre et de discréditer l'Iran, c'est cette cible que vous choisiriez. Bien sûr, nous n'en savons rien. Tout cela reste spéculatif. Mais je pense qu'il est très plausible qu'il s'agisse en réalité d'une opération sous fausse bannière. Vous avez mentionné le cas de l'Europe. Nous savons que l'Europe essaie de trouver une solution politique et non militaire en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Pensez-vous que le ton ou les politiques en Europe évoluent dans une direction plus raisonnable, plus indépendante des États-Unis? Sont-ils sur cette voie? Eh bien, je dois répondre à cela dans deux contextes. D'abord, cette réunion à Londres illustre la pauvreté absolue de la pensée diplomatique européenne. Ce dont ils ont parlé, c'était uniquement de questions militaires et pas du tout de diplomatie. Cela reflète leur approche de l'Ukraine, qui est entièrement militaire et non diplomatique. Ils restent donc fidèles à eux-mêmes sur ce point. D'un autre côté, si l'on parle du degré de respect pour la politique américaine, la volonté de suivre les directives des États-Unis, la proximité de l'Europe avec les États-Unis au sein de l'OTAN, la réponse est qu'un découplage est en cours. Nous avons d'abord vu l'Espagne refuser d'autoriser l'utilisation des bases américaines sur son territoire ou de son espace aérien pour soutenir la guerre contre l'Iran. À présent, la France a rejoint l'Espagne, tout comme l'Italie, en interdisant l'utilisation de leur espace aérien. En Italie, la base de Sigonella a reçu l'ordre de ne pas lancer d'opérations de soutien pour la guerre. L'atmosphère en Allemagne a également changé. Alternative für Deutschland, le parti d'opposition de droite, réclame désormais le retrait des bases américaines du sol allemand, affirmant que 80 ans d'occupation, 81 ans, c'est assez. Ainsi, la fracture entre les États-Unis et l'Europe s'aggrave et sa progression s'accélère à cause de cette guerre. On entend même des déclarations venant de la Grande-Bretagne, qui est pourtant complice de cette guerre. Je veux dire, elle autorise l'utilisation de ces bases pour des attaques contre l'Iran. L'escadron de F-35, dont l'Iran affirme avoir abattu un appareil, est normalement basé en Grande-Bretagne. Mais même la Grande-Bretagne a déclaré « Ce n'est pas notre guerre, c'est la vôtre ». Je lisais justement un texte d'un brillant analyste israélo-américain, Leon Hadar, qui disait que c'est comme un incendiaire appelant les pompiers pour éteindre le feu qu'il a lui-même allumé, puis leur envoyant la facture pour le service rendu. Vous savez, ça ne fonctionne tout simplement pas. L'absence de toute forme de diplomatie de la part des États-Unis, de toute empathie envers leurs soi-disant alliés, de toute considération pour leurs intérêts, s'avère fatale à l'Alliance atlantique. Mais pour l'instant, les Européens ne semblent pas avoir redécouvert la valeur de la diplomatie, ou du moins, ils ne parlent pas comme s'ils la comprenaient. On se demande ce qu'il en était vraiment de cette réunion à Londres, si elle visait réellement à faire autre chose qu'à apaiser Donald Trump en donnant l'impression de discuter de son programme. Peut-être que ce n'était qu'un pseudo-événement, pas quelque chose de réel. Je ne sais pas. Les médias israéliens ont rapporté que le gouvernement en Israël essaie de faire pression sur Donald Trump. Ils tentent de le convaincre que la manière de faire tomber le gouvernement, le soi-disant régime, en Iran est d'attaquer ses infrastructures. Ils le savent. Mais qui fournit actuellement des informations à Donald Trump? Suit-il les conseils des Israéliens? Beaucoup de gens se demandent quel est l'objectif.
Many people are asking Well, what is the objective. Right? well, I think we don't know, but we do know that Eh bien, to go back je pense to que the nous ne savons origins pas, of this mais nous savons que si l'on remonte aux origines de cette guerre, c'est une guerre provoquée par Israël. Israël, par l'intermédiaire de Benjamin Netanyahou, a convaincu un Donald Trump crédule de s'y rallier. Et cela s'est produit le 29 décembre à Mar-a-Lago. Cela, nous le savons. L'approche d'Israël en matière de guerre est toujours la même. Et elle ressemble beaucoup à celle que les États-Unis ont désormais adoptée comme leur propre stratégie. La destruction totale de l'ennemi. Pas de négociation, pas de plan de paix, aucun moyen de mettre fin à la guerre autrement qu'en tuant tout le monde de l'autre côté. other than by killing everybody on the other side. We're seeing this now in Lebanon with the Israeli effort. Nous voyons cela aujourd'hui au Liban, avec l'effort israélien pour annexer le sud du pays et le refus de respecter le droit international, les forces de maintien de la paix internationale ou d'engager quelque forme de négociation que ce soit avec les autorités libanaises. C'est donc parfaitement conforme à la stratégie israélienne. Cette mentalité repose sur le fait qu'Israël, tout au long de son existence, ou du moins depuis 1967, puisque les États-Unis avaient en réalité imposé un embargo sur les armes à Israël jusqu'en 1964, a bénéficié du veto américain pour le protéger aux Nations Unies contre la colère de la communauté internationale, ainsi que d'un soutien logistique et matériel constant de la part des États-Unis afin de garantir à Israël son avantage qualitatif, c'est-à-dire sa supériorité militaire absolue dans la région. Meaning its absolute military superiority in its region. And this has accustomed Israel to a very Cela a habitué Israël à une conception très étrange de la guerre dans laquelle, comme pour Pete Hegseth, l'objectif est la mort et la destruction à un tel degré que l'autre camp n'a pas d'autre choix que de se rendre. Cela n'a pas fonctionné. Cela n'a pas fonctionné avec les Palestiniens depuis des décennies. Ça n'a pas fonctionné à Gaza. Le Hamas ne s'est pas rendu. Cela n'a pas fonctionné avec l'Iran et cela ne fonctionnera pas avec l'Iran. C'est une théorie sans aucune preuve à l'appui. Et pourtant, Donald Trump l'a manifestement adoptée. Pourquoi? Eh bien, nous ne connaissons pas les détails de ses relations avec Israël, ni d'ailleurs avec d'autres pays comme la Fédération de Russie. or for that matter with other countries like the Russian Federation. It's widely thought that the Epstein files On pense largement que les dossiers Epstein et les activités d'Epstein en tant qu'agent d'Israël, ainsi que les actions similaires de Ghislaine Maxwell au nom d'Israël, ont compromis Donald Trump, et que ces dossiers contiennent du matériel susceptible de servir au chantage. Ironiquement, Trump vient de limoger sa procureure générale, Pam Bondi, parce qu'elle n'a pas suffisamment protégé ce que ces dossiers contiennent à son sujet. Il pourrait donc être vulnérable au chantage. Il se peut aussi, bien sûr, qu'il soit redevable aux donateurs sionistes plutocratiques qui l'ont mis au pouvoir, Myriam Adelson et d'autres qui ont financé sa carrière politique. En somme, il obéirait essentiellement aux ordres d'Israël. America First est de toute façon une plaisanterie au Moyen-Orient. America first is a bit of a joke in the Middle East anyway. You know, Ambassador, you've mentioned Pam Bondi. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, vous avez mentionné Pam Bondi. L'homme qui va la remplacer est le général Todd Blanche. Il a déclaré sur Fox News qu'il ne pensait pas que Jeffrey Epstein ait espionné pour qui que ce soit. And, you know, Well, there you have it. Eh bien, vous savez, voilà. Je veux dire, les preuves que Jeffrey Epstein a espionné sont irréfutables, incontestables. Et bien sûr, vous savez comment l'administration Trump a géré les choses. Il raconte de gros mensonges et les répète sans fin. Quand vous voyez quelque chose, ils nient que cela existe. Ils vous disent que vous vous trompez. Je me souviens qu'à la faculté de droit, dans un cours de droit pénal, le professeur avait mis en scène quelque chose. Un homme est monté sur l'estrade en tenant quelque chose dans sa main. Il y a eu une forte détonation et le professeur est tombé comme s'il était mort. And there was a loud bang, and the professor fell over as though he were dead. And we were all asked, what did you see? Et on nous a tous demandé, vous savez, qu'avez-vous vu? Eh bien, nous avons tous vu une arme.
mais en réalité, le type tenait une banane à la main. Il n'avait pas d'arme. Donc si vous mettez en scène les choses avec assez d'habileté, vous pouvez amener les gens à voir des choses qui n'existent pas. Vous pouvez aussi rendre invisibles des choses bien réelles ou les transformer en autre chose. Je pense que c'est devenu la pratique courante aujourd'hui, malheureusement, non seulement aux États-Unis, mais dans de nombreuses démocraties. Même dans votre propre pays, le Brésil, vous avez eu un peu de cela aussi. Even in your own country, Brazil, you had a bit of this. Oui, exactement. Ambassador, what's Monsieur l'ambassadeur, que se passe-t-il avec Pete Hegseth et le Pentagone? Hier, CBS News a rapporté que le chef d'état-major de l'armée américaine, Randy George, avait été invité par Pete Hegseth à démissionner. Pete Hegseth to step down, to resign. Well, this is an extraordinary development. Here we are Eh in bien, the middle of c'est the un war. développement extraordinaire. Nous voilà en pleine guerre. Et apparemment, il va maintenant y avoir une composante terrestre à ce conflit. Je veux dire, la 82e division aéroportée, qui fait partie de l'armée de terre, a été déployée. Les marines aussi, une branche distincte de l'infanterie relevant de la marine. Et vous choisissez ce moment pour vous débarrasser du chef de l'armée. Je veux dire, si vous vous souvenez de notre politique pendant la guerre de sécession, lors de l'élection de 1864, qui opposait Lincoln à son adversaire, le slogan de campagne de Lincoln était « Ne changez pas de cheval au milieu du gué ». Slogan was, "Don't change horses in midstream." You don't do this. Vous savez, on ne fait tout simplement pas ça. Et Hegseth l'a fait. On doit supposer que le général George s'est opposé à ce que prévoyait le plan concernant l'utilisation des forces terrestres, ou qu'il n'était pas prêt à le soutenir, ou encore qu'il y avait un autre désaccord politique. Hegseth n'a donné aucune explication. Nous nous retrouvons donc dans une situation où un commentateur de télévision, manifestement inapte à occuper le poste de secrétaire à la Défense, je pense que tout le monde le reconnaît maintenant, a renvoyé le plus haut gradé de l'armée américaine. Ce n'est pas une décision qui restera dans l'histoire comme un geste approprié. Go down in history as an appropriate move. Yeah. And we had a report on. Nous avons reçu un rapport de The Intercept. Il affirme qu'il y a une dissimulation des pertes. Le Pentagone cacherait les pertes américaines sous Trump au Moyen-Orient. Il se passe quelque chose. Ce genre de désaccord doit avoir une base quelconque. Ce qui se passe, réellement, ce qui est rapporté, ce qui est communiqué à Donald Trump en tant que président. Je pense qu'il se passe quelque chose d'important au Pentagone qui provoque ce genre de chaos. Well, we're told that the hospitals in Eh bien, on nous dit que les hôpitaux de Ramstein et d'ailleurs en Allemagne sont pleins. C'est là que les blessés sont évacués depuis une zone de guerre, généralement du Moyen-Orient. Et oui, je pense qu'il y a manifestement une dissimulation d'une certaine nature concernant le nombre de victimes. Vous savez, les victimes comprennent bien sûr les morts et les blessés, et les chiffres dont on entend parler se comptent par centaines. Pas les chiffres minimaux que le Pentagone a reconnus. J'ai remarqué qu'il y a eu quelques déclarations du Pentagone à propos des pertes, suivies de silence et d'un refus de répondre aux questions. Donc oui, cela ressemble bien à une dissimulation. Je ne pense pas que nous saurons la vérité avant bien plus tard. L'autre point que Donald Trump a répété dans son discours d'hier était que la défense aérienne et les programmes de missiles iraniens, tout, avaient été détruits. Mais CNN a rapporté hier soir, si je ne me trompe pas, que les services de renseignement américains estiment que l'Iran conserve encore d'importantes capacités de lancement de missiles. Ils affirment qu'au mieux, les États-Unis ont infligé environ 40 ou 50% de dégâts au système iranien. La nouvelle évaluation montre donc que la situation est loin de ce que Donald Trump nous avait dit. Eh bien, il invente des choses.
Et il a dit à plusieurs reprises, tu sais, que 90% des missiles iraniens avaient été détruits. 82%, 70%, 100%. Alors supposons que ce soit 100%. Les 0% restants causent beaucoup de dégâts à Israël et au Golfe. So let's assume it's 100%. The remaining 0% is doing a lot of damage to Israel and the Gulf. You know, I mean, this just is, has no credibility. Vous savez, je veux dire, ça n'a absolument aucune crédibilité. Il serait bien mieux avisé de ne pas diffuser ce genre de fausses informations, car cela ne fait que souligner son manque de crédibilité en tant que commentateur sur ce sujet. Et bien sûr, les gens qui l'entourent sont des sycophantes. On voit ces réunions de cabinet télévisées qui ressemblent à celles de Saddam Hussein. Vous savez, je veux dire, au moins Donald Trump, à ma connaissance, n'a pas sorti un pistolet pour tirer sur un membre de son cabinet, ce que Saddam Hussein a fait avec son ministre de l'eau. Mais à part ça, c'est toujours « vous êtes le meilleur ». Franchement. Ce matin, le soleil s'est levé à l'est. Quelle surprise! This morning, the sun came up in the east. What a surprise. Quand on voit Israël plaider d'une manière ou d'une autre pour la poursuite de la guerre, alors même que l'on sait qu'il manque d'intercepteurs, quel est leur objectif? Que veulent-ils? Veulent-ils vraiment tout détruire en Iran? Well, I think the Israelis are quite divided. Eh bien, je pense que les Israéliens sont assez divisés sur cette guerre. Pas apparemment sur la guerre au Liban, qu'ils considèrent comme une extension de leur territoire. Cela fait partie du projet du Grand Israël. Et ce projet est probablement la principale raison pour laquelle ils ont préconisé une attaque contre l'Iran et en ont mené une. Autrement dit, le principal obstacle au projet du Grand Israël s'est avéré être l'Iran, et ils veulent anéantir l'Iran. Mais la population israélienne commence à en avoir assez de vivre dans des abris et de voir des bâtiments détruits. Il y a maintenant des manifestations en Israël importantes contre la guerre. Je pense que la majorité des Israéliens, selon tous les sondages, restent belliqueux et soutiennent la guerre. Mais il est clair que ce soutien s'est érodé. Donc, la véritable réponse à votre question est que la guerre est essentielle pour maintenir Benjamin Netanyahou au pouvoir et hors de prison. Et depuis le début, depuis le 7 octobre, nous savons que son objectif principal est de maintenir la guerre afin de pouvoir rester en sécurité dans le bureau du Premier ministre. Je pense que les Israéliens en ont assez de tout cela. J'ai émis l'hypothèse, et j'en suis assez sûr, qu'il n'y aura pas de changement de régime en Iran. En fait, tout ce que font les États-Unis et Israël renforce le soutien au gouvernement, au régime, du moins à court terme. Mais il pourrait y avoir un changement de régime en Israël à la suite de cette erreur. Je veux dire, très clairement, je pense que Netanyahou reconnaît qu'il ne pourra pas faire s'effondrer l'État iranien. Il n'y aura pas de changement de régime. Ses objectifs ne seront pas atteints. Il est même maintenant très inquiet, et il a raison de l'être, que Donald Trump se retire de la guerre, qu'il abandonne. Vous savez, abandonner alors qu'on est déjà en difficulté semble être sa devise. Alors maintenant que nous avons perdu la guerre, arrêtons. Vous savez, je pense que ça préoccupe gravement Netanyahou. Et il y a des commentateurs en Israël et dans la presse communautaire israélienne qui le reconnaissent et qui le critiquent, car sa grande revendication de pouvoir a toujours été d'affirmer qu'il sait comment manipuler les États-Unis, qu'il est particulièrement doué pour cela. Et en fait, il existe de nombreuses preuves qu'il est effectivement particulièrement doué pour cela. Mais il semble perdre cette capacité, ou du moins elle est en danger. Et nous revenons à la question. Pourquoi Donald Trump est-il si déférent envers Israël? Le soupçon doit être que cela a quelque chose à voir avec ce que les Russes appellent le compromat, c'est-à-dire du chantage fondé sur des preuves apparues dans le contexte Epstein ou ailleurs.
Yesterday, they have assassinated Kamal Kharrazi, Hier, who was ils ont assassiné Kamal Kharrazi, qui, vous savez, communiquait d'une certaine manière avec les Pakistanais. Lui et sa femme ont été tués dans un assassinat planifié par les Israéliens. Y a-t-il quelqu'un, monsieur l'ambassadeur, qui s'en préoccupe? Parce que Donald Trump, même lorsqu'il a publié cette vidéo attaquant un pont en Iran, a dit « Il faut conclure un accord ». Alors, comment pouvez-vous parler ainsi, alors que vous assassinez tout le monde en Iran? Eh bien, c'est une illustration parfaite de la différence entre les objectifs américains et israéliens. Je ne pense pas que les États-Unis aient pour objectif de faire s'effondrer l'État iranien. Je pense que les États-Unis voulaient un changement de régime à l'intérieur de l'État. Ils ne voulaient pas faire tomber la République. Ils auraient peut-être préféré quelque chose qui ne s'appelle pas la République islamique. Mais, vous savez, ils avaient fondamentalement un programme très différent de celui des Israéliens, dans la mesure où les États-Unis avaient un programme tout court. Nous en venons maintenant à la question de la sainteté des envoyés, l'immunité des ambassadeurs face à l'assassinat ou à d'autres mauvais traitements. C'est quelque chose qui remonte à plusieurs milliers d'années. This is something that goes back to many thousands of years, the earliest annals of political. Les premiers témoignages d'interaction politique entre empire et État mentionnent tous que les ambassadeurs doivent être à l'abri de toute attaque. L'immunité diplomatique, en d'autres termes, précède de loin l'invention de la diplomatie moderne. Nous avons donc deux éléments. Premièrement, les Israéliens assassinent systématiquement toute personne susceptible de conclure un accord avec Donald Trump. Ils sapent directement sa prétention à vouloir un accord. Et de l'autre côté, les Iraniens ont conclu qu'il ne servait à rien de parler à M. Witkoff ou à M. Kushner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas compétents. Ils sont peut-être de bons hommes d'affaires, mais ils ne comprennent rien à la paix ni à la guerre. But they don't understand peace and war. They're not negotiators in good faith. Ils ne sont pas des négociateurs de bonne foi. Ils s'inscrivent tout à fait dans la lignée du favori de Donald Trump à l'époque, Roy Cohn, un avocat new-yorkais connu pour son comportement totalement dépourvu de scrupules et sa propension à contraindre les autres. Ainsi, eux, Kushner et Witkoff, vous savez, quand Donald Trump a demandé à Steve Witkoff, j'ai mobilisé toute cette force considérable contre l'Iran et causé d'énormes dégâts. Pourquoi l'Iran n'a-t-il pas capitulé? Witkoff ne sait pas comment répondre à cette question. Moi, je le sais. Ce n'est pas ainsi qu'on obtient un accord. Et si l'on triche, si l'on trompe dans une négociation, la confiance est perdue à jamais et on ne peut pas la retrouver. C'est pourquoi J.D. Vance a été proposé comme négociateur potentiel à la place de Witkoff et Kushner. Mais vous savez, ici nous avons... Attendez, laissez-moi faire un commentaire sur Washington, aux États-Unis, en ce moment. Il n'y a pas de diplomatie. Il n'existe aucune structure pour produire de la diplomatie. Marco Rubio ne fait pas de diplomatie. Il pratique la coercition façon mafia. Le département d'État existe à peine. Le service diplomatique, dans lequel j'ai servi fièrement pendant 30 ans, est en ruine. Tout l'endroit a été soumis à des purges idéologiques au nom de l'élimination d'une idéologie imaginaire appelée wokeness. Et nous n'avons tout simplement pas la compétence. Nous n'avons pas l'équipe capable d'agir dans ce contexte. Ainsi, les perspectives de négociation sont très faibles, car soit Israël assassinera l'interlocuteur iranien, soit les États-Unis enverront quelqu'un d'incompétent face à lui. Nous avons appris que le pétrolier japonais, transportant du gaz liquéfié, a traversé sans encombre le détroit d'Ormuz. Il battait pavillon panaméen, mais c'était un navire japonais. Eh bien, encore une fois, vous savez, plusieurs pays ont anticipé Donald Trump en concluant un accord avec l'Iran, un accord diplomatique
n'ont pas imposé militairement. Parmi eux figurent la Chine, l'Inde, le Japon et la Turquie. Je crois que le Bangladesh a fait de même et il y en aura beaucoup d'autres. Même les Européens ont entamé des négociations. Je pense que si les Italiens ont interdit l'utilisation par les Américains de la base du sud de l'Italie, en Sicile, à Sigonella, c'est parce qu'ils discutent discrètement avec les Iraniens. Donc vous savez, tôt ou tard, tout le monde finira par conclure un accord, car ils ne peuvent pas se le permettre économiquement autrement. Et tous comprennent que parler d'utiliser la force pour sécuriser le détroit contre l'Iran est impossible. Il n'y a pas d'alternative. Soit ils font faillite, s'effondrent économiquement, soit ils concluent un accord. Je pense que la région a besoin d'une nouvelle architecture de sécurité. Ils doivent y réfléchir. S'ils veulent la prospérité, s'ils veulent la sécurité pour la région, il doit y avoir une forme d'entente entre l'Iran, l'Arabie saoudite et les États arabes du Golfe Persique. Oui, je pense que les bases en sont posées, et cela prendra évidemment du temps. Et il n'est pas certain de ce qui ressortira des différents processus qui s'ouvrent. Mais permettez-moi d'abord de noter que les Chinois, les Russes et l'Iran ont tous proposé une architecture de sécurité coopérative pour le Golfe Persique. Celle-ci n'a pas été acceptée par les pays du Conseil de coopération du Golfe en raison de leur alliance avec les États-Unis. Je dis alliance. En réalité, ils n'ont pas d'alliance. Ils ont une relation de type État-client. Autrement dit, ils n'ont accepté aucune obligation envers les États-Unis. Mais ils sont en réalité très déférents envers les États-Unis. Je ne suis pas d'accord avec mon ami, et le vôtre, Mohamed Marandi, lorsqu'il affirme qu'il manque d'autonomie. Ils ont la capacité de prendre des décisions. Ils l'ont déjà démontré par le passé. Par exemple, lors de l'embargo pétrolier de 1973. Quoi qu'il en soit, ils se trouvent aujourd'hui dans une position difficile. Je pense qu'ils commencent à comprendre qu'ils doivent négocier un modus vivendi avec l'Iran. Comment pourraient-ils s'y prendre? Eh bien, il est très significatif que l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Turquie se soient réunis à Islamabad avec le Pakistan pour discuter de la manière de mettre fin à la guerre et de ce qu'il faudra faire une fois celle-ci terminée. Je ne connais pas les détails précis de ces discussions, mais nous savons qu'elles ont abouti au déplacement du ministre pakistanais des Affaires étrangères à Pékin. Il a évidemment reçu la permission ou du moins l'autorité de Pékin pour agir comme médiateur dans la fin de cette guerre. Nous savons que le Pakistan transmet des messages entre l'Iran et les États-Unis. Ce n'est pas une négociation. Je pense que l'Iran a tout à fait raison de dire que ce n'en est pas une, mais c'est une communication par l'intermédiaire du Pakistan. Et le Pakistan, par conséquent, joue le même type de rôle qu'il a joué en 1971 en facilitant l'ouverture américaine vers la Chine. Ce n'était pas un médiateur, mais il transmettait des messages, et cela a fini par produire un changement géopolitique d'une grande importance. Donc, le Pakistan est bien présent. À présent, le Pakistan, l'autre élément de cette affaire, observe très clairement les pays qui ont participé à cette réunion à Islamabad. En s'appuyant sur l'accord de défense saoudo-pakistanais, ces pays disposent ensemble de la capacité de créer un complexe militaro-industriel susceptible de libérer la région de sa dépendance vis-à-vis des ventes d'armes étrangères, les États-Unis étant le principal fournisseur d'armes dans la région. Cela permettrait à ces pays de se soustraire, dans une certaine mesure, à la tutelle américaine, ce qu'ils ne peuvent autrement accomplir. C'est donc une réunion très importante. La déclaration conjointe entre le Pakistan et la Chine, proposant divers principes pour mettre fin à la guerre, est significative, non tant par son contenu que parce qu'il est désormais clair qu'un intermédiaire est disponible.
It's clear now there is an intermediary available, and that intermediary, Pakistan, has the backing of Et cet intermédiaire, le Pakistan, bénéficie du soutien de la Chine. Pourquoi le Pakistan? Eh bien, le Pakistan partage une longue frontière avec l'Iran. Il entretient une relation complexe avec ce pays. La culture pakistanaise est fortement influencée par la culture persane. Le Pakistan entretient également d'excellentes relations avec l'Arabie saoudite, qui est la puissance dominante parmi les 6 membres du Conseil de coopération du Golfe. Je pense donc que nous avons ici 2 médiateurs potentiels. Le premier est Oman, qui a traditionnellement joué ce rôle. Désormais, nous avons le Pakistan, soutenu par la Chine. Il existe un précédent de réussite en matière de médiation, non pas par le Pakistan, mais par l'Irak, Oman et la Chine, pour rapprocher l'Arabie saoudite et l'Iran dans un accord antérieur. Je pense donc que c'est le début de quelque chose d'important. Quelle architecture future pourrait émerger? What sort of security architecture might emerge? Well, Iran clearly is not going to accept a continued American. Eh bien, il est clair que l'Iran n'acceptera pas une présence militaire américaine continue dans le Golfe Persique. Et les pays du Golfe doivent comprendre que si une telle présence existe sur leur territoire, elle sera exposée à des attaques iraniennes. L'Iran ne va pas disparaître. Il est là depuis des milliers d'années, et c'est la grande puissance de la région en raison de sa population, de ses talents, de son étendue territoriale et de son histoire. Alors, que pourrait-on mettre à sa place? J'ai pensé, et peut-être n'est-ce qu'un fantasme de ma part, qu'il existe certains principes fondamentaux de l'art de gouverner islamique qui sont communs aux sunnites et aux chiites. La religion elle-même est commune. Je veux dire, on ne peut pas se déclarer chiite ou sunnite et ensuite se convertir. Ce n'est pas comme passer du protestantisme au catholicisme romain ou quelque chose de ce genre. C'est simplement que ce sont des écoles de pensée ayant beaucoup en commun. Et le Pakistan, soit dit en passant, est le 2e plus grand pays chiite du monde. C'est un autre lien avec l'Iran, ou peut-être le 3e. En tout cas, c'est l'une des populations chiites les plus importantes. Alors, pourrait-on concevoir un cadre de coopération islamique? Peut-être en s'appuyant sur l'Organisation de la coopération islamique comme structure, afin d'y inclure aussi des médiateurs venus d'Indonésie, de Malaisie et d'autres pays du monde islamique, mais situés hors du Golfe. Des personnes qui souhaitent une solution au problème et possèdent des compétences diplomatiques qui pourraient être très utiles. Je pense qu'il y a là une possibilité. Et je dirais que, vous savez, l'Arabie saoudite est le pays où se trouve le siège de l'OCI. Saudi Arabia is where the OIC is headquartered, and Turkey is an important player in that. Et la Turquie joue un rôle important à cet égard. Le Pakistan entretient désormais une relation bien plus étroite avec l'Arabie saoudite qu'auparavant, et il dispose également de bonnes communications avec l'Iran. Je pense qu'il y a là quelque chose à faire. La question est de savoir s'il existe l'imagination diplomatique nécessaire pour y parvenir. Quoi qu'il en soit, je pense que si Israël décidait un jour de proposer un plan de paix de sa propre initiative, il n'en a jamais proposé depuis sa création. Il assimile la paix à une pacification militaire plutôt qu'à une coexistence pacifique. Si Israël changeait de régime, abandonnait le projet du Grand Israël et acceptait la nécessité de vivre en paix avec ses voisins et avec les Palestiniens, alors il pourrait être intégré à cette architecture. Then it could be brought into this architecture. Otherwise, this architecture is going to be fundamentally hostile to Israel. Sinon, cette architecture sera fondamentalement hostile à Israël et elle n'inclura pas les États-Unis. Elle sera dirigée par le Pakistan, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Turquie, avec le soutien de la Chine. Je pense donc qu'il y a ici une possibilité de quelque chose. Mais pour le moment, c'est encore au stade du Koweït. Vous savez, ça n'est pas encore devenu concret. Les détails doivent être réglés. Cependant, je pense qu'il existe désormais un regroupement et un processus qui pourrait potentiellement produire l'architecture de sécurité coopérative réellement nécessaire pour gérer le Golfe.
Et permettez-moi de conclure en disant que le monde a un intérêt dans cette affaire, car nous voyons les conséquences de l'instabilité en Asie occidentale, et elles dévastent l'économie mondiale. In West Asia, and they are devastating the global economy. They're also producing nuclear proliferation. Ils favorisent également la prolifération nucléaire. Une fois que l'Iran sera devenu une puissance nucléaire, et c'est désormais inévitable, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Turquie feront de même. Cela aura des répercussions sur des pays comme la Corée, le Japon et d'autres, et peut-être même sur le Brésil, qui avait autrefois un programme d'armes nucléaires, mais y a renoncé. Aujourd'hui, votre pays, le Brésil, est lié par un accord de défense avec l'Afrique du Sud, qui avait elle aussi un programme nucléaire, a produit 6 bombes, conservé le matériau, mais pas les bombes, et dispose de la technologie nécessaire pour relancer un programme brésilien si elle le souhaite. Quoi qu'il en soit, je pense que les conséquences mondiales de cette guerre ridicule, non, pas ridicule, absurde, tragique, sont tout simplement immenses. Tragic war are just enormous. Ambassador, you mentioned the case of nuclear weapons. Monsieur l'ambassadeur, vous avez évoqué la question des armes nucléaires. Je pense que beaucoup de gens en Iran, je dirais la majorité, estiment qu'ils doivent faire quelque chose à ce sujet, car la situation au Moyen-Orient est très complexe. Avec Israël, qui possède des bombes nucléaires, et menace presque chaque jour d'autres pays de bombardement. Si ces pays répliquent, Israël dit qu'il les frappera à nouveau avec des armes nucléaires. Il parle même d'utiliser des armes nucléaires à Gaza. Mais Yes. Well, that, you know, Oui, eh bien vous savez, c'est l'effet de la bombe à neutrons. Tuer toutes les personnes, laisser les structures intactes. Mais à Gaza, les structures ont toutes disparu. Et Israël applique maintenant, au sud du Liban, exactement la même stratégie qu'il a appliquée à Gaza. La seule différence, c'est que les Libanais peuvent quitter la région, tandis que les Palestiniens de Gaza étaient coincés à Gaza. Donc, je veux dire, Israël est devenu une source totalement inacceptable d'instabilité et de mal, meurtre, chaos, destruction et mort dans sa région. Et si l'on veut la paix en Asie occidentale, le principal changement à opérer ne se situe pas en Iran, mais en Israël. Je pense que les gens s'en rendent compte maintenant. Et beaucoup d'Israéliens, des Israéliens intelligents, réfléchis, et ils sont nombreux, le comprennent aussi et ont observé avec horreur ce qu'Israël est devenu. as Israel has become what it has become. Because the argument is Iran. Parce que l'argument, c'est que si l'Iran acquiert des armes nucléaires, cela déplacerait le Moyen-Orient vers un équilibre de dissuasion. Vous savez, le débat en Iran en ce moment, c'est qu'ils ne peuvent pas, à cause de la guerre. L'Iran veut mettre fin à cette guerre de manière permanente. Ils ne veulent pas qu'elle revienne sans cesse. C'est la question principale. Exactement. This is the main question. Exactly. So basically, what Israel and the United States En gros, ce qu'Israël et les États-Unis ont fait, c'est prouver que ceux en Iran qui soutenaient que l'Iran, comme la Corée du Nord, a besoin d'une arme nucléaire pour continuer à exister, pour survivre en paix, avaient raison. Personne ne peut désormais affirmer de manière crédible qu'il n'y a pas besoin de dissuasion nucléaire. S'il y avait eu une dissuasion nucléaire, ce qui s'est passé ne se serait pas produit. Et c'est pourquoi je dis qu'il est désormais certain que l'Iran construira une arme nucléaire. Je ne sais pas où se trouvent les conteneurs d'hexafluorure d'uranium, le gaz d'uranium enrichi à 60%. Je ne sais pas où c'est. Mais je pense, d'ailleurs, qu'il est question, bien sûr, de forces spéciales menant une sorte d'opération militaire vraiment absurde pour récupérer cet uranium. Tu suis cela comme moi. You're following this as I am. Iran has come up with a very ingenious way of L'Iran a trouvé un moyen très ingénieux d'assurer sa survie militaire. Décentraliser son commandement dans les 31 provinces du pays. Vous voulez parier que cet uranium n'a pas été réparti sur plusieurs sites? Je ne pense pas qu'il soit conservé en un seul endroit. Vous savez, l'Iran n'est pas stupide. Pourquoi laisserait-il une cible aussi grosse et évidente au même endroit?
Les chances de récupérer cet uranium sont donc proches de zéro. Les chances qu'une attaque terrestre fasse autre chose que provoquer d'énormes pertes américaines sont également très faibles. Je sais que l'Iran mobilise des volontaires à grande échelle pour résister. En fait, certains critiquent le fait que même des enfants de 12 ou 13 ans tiennent des points de contrôle. Vous savez, quand j'avais 12 ou 13 ans, j'étais plutôt un dur à cuire. Je n'aurais pas été contre l'idée de faire ça. Mais de toute façon, je ne vois pas comment cela pourrait bien se passer. Il est assez clair que, pour pouvoir prétendre avoir accompli quoi que ce soit, Donald Trump doit faire exploser des ponts et d'autres infrastructures en Iran, ce qui constitue un crime de guerre, soit dit en passant. Et pourtant, il s'en vante. Les infrastructures civiles qui ne sont pas liées à l'armée ne sont pas des cibles légitimes en temps de guerre, et cela relève des traités et des conventions juridiques internationales. Mais les États-Unis ne sont plus freinés par le droit international, ce qui explique pourquoi tout le monde va vouloir se doter d'une arme nucléaire. Parce que, vous savez, il y a une raison pour laquelle la Corée du Nord est probablement le régime le plus odieux du monde. Presque personne n'aime la Corée du Nord. En fait, je ne vois personne qui aime la Corée du Nord. Certains entretiennent une relation avec elle, comme Vladimir Poutine avec Kim Jong-un, et Xi Jinping a aussi une relation avec lui, moins intense. Mais personne n'aime la Corée du Nord, et personne ne verserait de larmes si ce régime s'effondrait. Pourtant, il ne s'effondre pas, même si tout le monde est soit son ennemi, soit un faux ami, parce qu'il possède des armes nucléaires. Il y a donc là une leçon, et cette leçon va plus loin encore. J'ai eu une fois l'expérience d'une rencontre privée dans le désert avec le défunt colonel Kadhafi en Libye. Un homme très étrange. Il portait, je sais que parfois quand Larry Johnson est là, vous portez des chemises hawaïennes. Mais lui avait la chemise hawaïenne la plus laide que j'ai jamais vue, qu'il avait lui-même dessinée. Vous savez, au fond, je crois qu'il voulait secrètement être Versace. Il ne voulait pas être le dirigeant de la Libye. Il voulait être styliste. Mais quoi qu'il en soit, il a payé le prix pour avoir abandonné son programme d'armes de destruction massive. Il a été assassiné, non seulement assassiné, mais sodomisé puis assassiné. Je pense donc que la leçon est assez claire. Je trouve étonnant que les scrupules religieux du défunt Ali Khamenei aient en réalité empêché l'Iran de développer une arme nucléaire aussi longtemps qu'ils l'ont fait. Et pas seulement des armes nucléaires, mais aussi chimiques et biologiques. Toutes avaient été défendues à un moment donné par les gardiens de la Révolution et toutes ont été rejetées. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ici, je rappellerai à tout le monde que la célèbre fatwa interdisant le développement d'armes de destruction massive comportait une disposition précisant que si l'existence de l'Iran était directement menacée, alors il ne serait pas haram, il ne serait pas interdit de construire ces armes. Et bien sûr, ce qui se passe actuellement répond aux conditions de cette clause d'exception dans la fatwa. J'en conclus donc qu'il est acquis que l'Iran va se doter de l'arme nucléaire. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour le monde, car cela libérera le génie de la prolifération nucléaire et le laissera s'échapper dans le monde. Et vous savez, je n'aime pas ce que je vois se produire, et je ne pense pas que quiconque devrait l'aimer. J'éprouve en réalité beaucoup de compassion pour les Israéliens, qui ont été entraînés dans cette guerre par un très mauvais leadership et avec de mauvaises habitudes, inculquées par le soutien totalement inconditionnel des États-Unis à toutes les horreurs commises par Israël. Nous ne réagissons pas, nous soutenons. Cela a entraîné, à mon sens, une grande part de complicité de notre part dans le comportement d'Israël. Je n'aime pas cela. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur.
d'être avec nous aujourd'hui. Comme toujours, nous apprenons beaucoup grâce à vous. Eh bien, continue ton excellent travail, Nima. Espérons que ce conflit se termine bientôt et qu'il aboutisse à une paix durable. Exactement, je l'espère.